Inquiétude autour du nouveau variant sud-africain du Covid-19, une trentaine de cas à travers le monde. Un premier cas vient d'être signalé en Europe, en Belgique. Plusieurs pays dont la France ont suspendu les arrivées en provenance d'Afrique australe. L'OMS déconseille pourtant les restrictions sur les voyages pour le moment. Les tensions restent très vives entre Paris et Londres après la mort de 27 migrants dans la Manche. La France a même désinvité le Royaume-Uni à une réunion de crise sur les migrants prévue dimanche. On rejoindra à Londres notre correspondante Bénédicte Pavio. Et puis le gouvernement français juge inacceptable les violences de la nuit dernière en Martinique. Des tirs ont même visé des journalistes et des policiers. Au moins 10 personnes ont été interpellées. La contestation de l'obligation vaccinale transformée en crise sociale ne montre pas de signe d'accalmie. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Une trentaine de personnes contaminées dans le monde, un premier cas détecté en Europe. L'impact du nouveau variant sud-africain du Covid-19 est toujours incertain, c'est ce que dit l'OMS. L'organisation déconseille pour l'heure les restrictions sur les voyages alors que plusieurs pays ont franchi le pas. C'est le cas entre autres de la France. Elle suspend les arrivées en provenance d'Afrique australe pour au moins 48 heures. Reportage de nos confrères de France 3. C'est dans le pays africain le plus touché par la pandémie que ce nouveau variant vient de faire son apparition. Moins d'une trentaine de cas ont été officiellement détectés dans le monde, mais l'inquiétude grandit. Il semble donc à première vue que ce variant possède les deux caractéristiques qui nous préoccupent le plus, une transmissibilité élevée et une plus forte résistance au vaccin. Pour les scientifiques, ce n'est pas un hasard si ce variant touche l'Afrique du Sud, où le système de santé est à bout de souffle. C'est le pays où il y a le plus d'immunodéprimés, notamment de patients qui sont atteints du virus du sida et pour lequel l'accès aux soins est extrêmement compliqué. Et on sait que les gens qui sont immunodéprimés sont des incubateurs à variants. Et donc il faut arrêter avec ce message qui consiste à dire c'est le vaccin qui crée des variants, c'est l'inverse. Très contagieux, le nouveau variant sud-africain n'a pas encore franchi les frontières européennes, mais le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a affirmé, il est déjà sous très haute surveillance. C'est un variant qui présente plusieurs mutations dans son profil génétique. Des mutations assez nombreuses et notamment des mutations qui concerneraient la fameuse protéine Spike, qui est la clé d'entrée du virus dans l'organisme. C'est pour ça que nous le regardons de très près. La France vient d'annoncer la suspension des vols en provenance d'Afrique australe pour au moins 48 heures. Ceux qui ont voyagé dans ces régions sont invités à se faire tester. Pendant ce temps, le mouvement de contestation dans les Antilles françaises, né du refus de l'obligation vaccinale et transformé en crise sociale, se poursuit, se durcit, même malgré le couvre-feu. Au moins 10 personnes ont été interpellées en lien avec les violences de la nuit dernière en Martinique. Des tirs ont visé des journalistes et des policiers. L'un d'entre eux a été blessé au bras. Dans les rues désertées de Fort-de-France cette nuit, plusieurs détonations résonnent. Sur les barrages, échange de tirs nourris entre ceux qui tiennent les routes et les forces de l'ordre. Cet homme épaule et tire. Une ambiance de guérilla urbaine. Dans ce quartier résidentiel, face à face plus que tendu entre ces jeunes à moto et les forces de l'ordre lourdement armées et aidés par un hélicoptère. 2 policiers sont directement touchés, l'un au bras, l'autre a vu la balle se ficher dans son gilet pare-balles. Au total, 6 policiers sont blessés cette nuit. 4 journalistes sont également pris pour cible. Une nuit émaillée de violences urbaines. Plusieurs voitures sont incendiées ainsi que du mobilier urbain. Des conditions de travail difficiles pour les pompiers. Il y a risque de propagation, on éteint. S'il n'y a pas risque de propagation, honnêtement, on ne prend pas de risque pour ne pas mettre les agents en danger, puisque ça, c'est les ordres qu'on a reçus de notre état-major. Donc voilà, mais c'est vrai que toute la nuit, là, ça fait le 3e feu et on tourne. Des scènes qui se répètent depuis le début de la semaine. Ce centre médical, par exemple, a été méthodiquement caillassé, pillé et détruit. Le cabinet est hors d'état de fonctionner. J'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de logiciel. J'ai pas de stéthoscope. Ils ont volé mon stéthoscope. J'espère que la vocation va naître en eux. Ce matin, 3 personnes ont été présentées à la justice. 19 barrages sont toujours en cours sur l'île.
À la une également, ces tensions qui restent très vives entre la France et le Royaume-Uni après la mort mercredi de 27 migrants dans la Manche. Paris a même désinvité Londres d'une réunion de crise sur les migrants prévue dimanche. En cause, la demande de Boris Johnson à la France de reprendre les immigrés arrivant en Grande-Bretagne. Florent Rodeau. C'est une lettre qui est à la fois indigente sur le fond et qui est totalement déplacée sur la forme. La lettre en question, la voici. Dans ce courrier publié jeudi soir sur son compte Twitter, Boris Johnson appelle Paris à reprendre tous les migrants qui arrivent illégalement au Royaume-Uni depuis la France. Un accord de retour qui permettrait de décourager les passeurs, selon le Premier ministre britannique. Posté au lendemain du naufrage meurtrier de 27 personnes au large de Calais, ces déclarations ont provoqué l'ire du président français. Depuis Rome, où il a signé un traité pour renforcer les relations bilatérales avec le voisin italien, Emmanuel Macron critique sévèrement la méthode et demande à Londres un peu de sérieux. Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant à l'autre sur ces questions-là par tweet et par lettres qu'on rend publiques. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons. Déçu par l'attitude du gouvernement britannique, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annulé la venue de son homologue Priti Patel dimanche à Calais, où était prévue une réunion avec plusieurs responsables européens. Signe que ces tensions franco-britanniques ont franchi cette semaine un nouveau cap. Et on rejoint à Londres notre correspondante Bénédicte Pavio. Bonjour Bénédicte, la question de l'arrivée des migrants est cruciale pour Boris Johnson. Il a fait de la lutte contre l'immigration l'un de ses chevaux de bataille post-Brexit. Oui, l'un de ses chevaux de bataille post-Brexit, car elle était au centre de la question du Brexit et de ce référendum en 2016, référendum qui a été gagné, rappelons-le, par le camp du Brexit. Donc nous sommes dans cette ère du post-Brexit et les questions sur la question migratoire, les désaccords entre Paris et Londres sont plus forts que jamais. Cette méthode du Premier ministre britannique Boris Johnson hier soir de faire 8 tweets, notamment avec sa lettre et des propositions selon lui sérieuses, par exemple de patrouilles conjointes françaises et britanniques désormais sur les côtes françaises, des patrouilles policières, de mettre en place un accord bilatéral de réadmission pour permettre le retour de tous les migrants illégaux. Il y en a plus de 27 000 qui sont arrivés depuis 11 mois au Royaume-Uni. C'est 3 fois plus que l'année précédente, donc en 2020. Et effectivement, on se demande à qui étaient destinés ces tweets, à qui était destinée cette lettre. Selon Downing Street, c'est en toute bonne foi et de façon très sérieuse que cette lettre a été publiée sur Twitter pour expliquer à la population britannique ce que fait le gouvernement. Évidemment, du côté français, ce n'est pas perçu comme cela du tout. Certains se demandent si justement ces tweets et cette lettre étaient en fait destinés au parti conservateur et aux supporters de M. Johnson du Brexit, car ce ne sont pas des méthodes sérieuses, dit la France. Ce n'est pas sous le feu des projecteurs qu'il faut continuer à négocier ce qui est un dossier très difficile, un dossier sur la question migratoire qui existe depuis plus de 20 ans. Et c'est vrai que ces petites embarcations, c'est un phénomène plus nouveau, difficile, et c'est pour cela que la France donc, a demandé cette réunion dimanche de ministres et notamment aussi avec la Commission européenne, mais une invitation désormais qui a été annulée envers Priti Patel, la ministre britannique des Affaires étrangères. Et c'est dit le principal le parti de l'opposition ici, le Labour, ce matin, affirme que c'est une humiliation et une erreur grave de jugement de la part du Premier ministre britannique, cette méthode hier soir de publier ces tweets et cette lettre très publique. Merci beaucoup Bénédicte pour vos précisions depuis Londres. Les tensions entre la France et le Royaume-Uni concernent également la question du règlement des litiges post-Brexit et en particulier la question de la pêche. Des opérations coup de poing sont organisées aujourd'hui par les pêcheurs français. Blocage sur les ports de Saint-Malo, Ouistreham et Calais. L'accès des camions de marchandises au tunnel sous la Manche est également bloqué. Reportage de nos confrères de France 2. Ils sont passés des paroles aux actes.
Comme ils l'avaient annoncé, ces pêcheurs boulonnais ont bloqué le port de Calais, mais aussi le site du tunnel sous la Manche, par lequel transitent 25% des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'Europe. Leur message, placardé en français et en anglais, est clair. Ils demandent à l'exécutif plus de fermeté dans la négociation des licences de pêche avec Londres. C'est plutôt une action symbolique pour que le gouvernement se bouge, le gouvernement britannique se bouge. S'il n'y a pas d'amélioration, bien évidemment qu'on va montrer nos dents. À ce jour, plus de 150 bateaux français n'ont toujours pas reçu le précieux sésame pour pêcher dans les eaux britanniques. C'est notamment le cas d'Emmanuel Pochet, qui se félicite de cette mobilisation. On a rarement vu ça, que tous les ports soient mobilisés. Ça va d'ici jusqu'en Bretagne, quoi. Tout le monde est concerné, en fait, quoi. En début d'après-midi, des pêcheurs ont également bloqué le départ des ferries à Ouistreham. Des opérations coup de poing débutaient au petit matin. Il faisait encore nuit lorsqu'une dizaine de bateaux ont jeté l'ancre à Saint-Malo. Les fumigènes étaient de sortie. Objectif de cette opération, empêcher les ferries britanniques d'accoster. Et toujours en France, on a appris tout à l'heure que l'archevêque de Paris, Michel Aupetit, avait proposé au pape de lui remettre sa démission en raison, je cite, d'un comportement ambigu avec une femme en 2012, selon les termes employés par le diocèse. On n'en sait pas plus pour le moment, on y reviendra bien sûr dans nos prochaines éditions. Tout autre chose, à présent, l'Égypte a inauguré hier en grande pompe l'allée des béliers à Luxor en présence du président Abdel Fattah al-Sisi. Composée de sphinx à tête de bélier et corps de lion, l'allée vient d'être restaurée. Les autorités égyptiennes espèrent attirer davantage de touristes dans le pays, un secteur du tourisme qui représente plus de 10% du PIB. Marc Pope. En grande pompe, l'entrée du temple du dieu Amon à Luxor retrouve toute sa splendeur. L'allée des béliers qui y mène vient d'être restaurée après des années de travail. L'allée des béliers a été découverte en 1949, mais entre 2005 et 2011, nous avons réalisé le plus important projet de restauration qui s'est poursuivi sous la direction de l'actuel ministre des Antiquités, Khaled Hanani. Nous avons maintenant plus de 1000 statues dont certaines sont sans tête. Longue de 3 km, l'allée des béliers relie les temples de Luxor et de Karnak. Les sphinx qui la composent sont vieux de plus de 3500 ans. Leur restauration est primordiale pour le pays. L'égyptologie est un fonds de commerce précieux pour le Caire. Chaque année, des millions de touristes se pressent pour admirer les temples et les sites de l'Égypte antique. Les autorités se servent régulièrement de ce passé pour rayonner sur la scène internationale. Luxor mérite bien plus. Il s'agit de la plus importante ville touristique et antique au monde. C'est la Mecque des touristes du monde. L'objectif est avant tout économique. Le secteur touristique emploie 2 millions d'Égyptiens et génère plus de 10% du PIB. Dès qu'elles le peuvent, les autorités ne manquent donc pas une occasion d'en faire la promotion. En avril, une procession de 22 sarcophages de rois dans les rues du Caire avait été retransmise dans le monde entier. L'Égypte devrait bientôt inaugurer un nouveau grand musée égyptien au pied des pyramides de Gizeh. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous sur France 24.